Je m'appelle Mario Pecker, je suis acteur ou comédien. Pour essayer de faire la différence, a priori, il n'y en a pas vraiment. Disons que l'appellation traditionnelle, c'est comédien. Moi, je suis d'origine italienne. Comédien, ça veut vraiment dire celui qui fait de la comédie. Donc, comme je ne fais pas que ça, je dis acteur. Et la racine agir me plaît bien. Alors, ça fait pas loin de 50 ans maintenant que j'ai commencé. Et d'une manière un peu étrange, c'est-à-dire que j'étais aux Beaux-Arts, en même temps que j'étais au lycée, et puis je faisais de la sculpture, mais j'étais vraiment pas bon. Alors on m'a mis au modelage, et ça m'énervait, quoi. Et là, il y avait un gars qui était au conservatoire, et il m'a dit « Pourquoi tu viens pas au conservatoire ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce que j'aille faire là-bas, j'y connais rien. » Et il m'a dit « Il y a des jolies filles. » Alors j'y suis allé, il y a effectivement des jolies filles. Mais il n'y a pas que ça, il y a surtout ce métier-là qui m'a agrippé comme ça, tout de suite. C'est-à-dire que je suis arrivé, je succédais dans ma classe à Patrick Chenet, qui venait juste de partir à Paris. Nous, on était à Rouen. Hein. Et mon prof m'a dit, bah voilà, il y a une place là, si tu veux. Mais je n'ai pas le même tempérament que lui. Mais je veux dire, il se trouve que j'ai travaillé les mêmes rôles que lui. Et au bout de 3-4 mois, j'ai dit à mon père, j'étais au lycée en même temps, j'ai dit à mon père, j'arrête tout, je vais faire que ça. Mon père était un type très très ouvert. Et il m'a dit, tu fais ce que tu veux à condition que tu ne sois pas dans la rue à 18 ans. Donc j'étais obligé d'entrer au conservatoire, au minimum à la rue Blanche. Au minimum, c'est façon de parler. Il voulait que je fasse des études et donc je les ai faites. Et puis voilà, comme ça, tranquillement, j'ai réussi à rentrer dans ce métier dont j'ai tendance à dire, parce que, bon, c'est un peu exagéré, mais j'ai tendance à dire que c'est le plus beau métier du monde, de même que vous devez trouver votre métier le plus beau métier du monde, de même qu'un chirurgien trouve son métier le plus beau métier du monde. À partir du moment où on a la chance de faire un métier qui est une passion, c'est le plus beau métier du monde. J'ai connu le théâtre par l'intermédiaire de mon lycée qui m'a emmené voir, mon lycée m'a emmené voir une pièce à Paris de Gelderode. Ça m'a intéressé sans plus, je me suis dit, ouais, c'est rigolo de faire ça, mais puis j'ai décroché tout de suite, j'étais en 3e, j'ai oublié tout de suite. Ce qui m'a fait plonger vraiment dans le théâtre, c'est simplement le travail du théâtre, le fait de raconter quelque chose à quelqu'un qui vous écoute. Je suis vachement timide. Et les gens ne m'écoutaient pas, en fait, parce que je ne suis pas le genre de type à s'imposer, à parler plus fort que les autres. Si on peut parler avec moi, je suis content. Si on ne veut pas, ça ne fait rien. Donc là, d'un seul coup, en disant les mots des autres, les gens m'écoutaient. Ça me rassurait. Et je me suis dit, c'est formidable de pouvoir faire rire, de pouvoir faire pleurer, de pouvoir partager des choses. Donc c'est le travail qui m'a fait tomber dans le travail. Le début du travail qui m'a... J'ai eu peut-être le meilleur prof de l'époque, qui s'appelait Jean Chevrin, qui était prof autrefois chez Simon, puis qui était venu après à Rouen, qui avait inventé une méthode de travail où il nous obligeait d'abord à être humbles. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que quand on fait un métier artistique, c'est pour le servir, pas pour s'en servir. J'ai connu après des gens, quand je suis arrivé à Paris, qui faisaient ce métier pour devenir connus. Moi, j'ai jamais fait ça pour ça. J'ai fait ça pour raconter des histoires. Il semblerait maintenant que beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi, la télé-réalité par exemple, juste pour être célèbre. C'est pas un métier d'être célèbre. C'est formidable d'être célèbre parce que ça vous permet d'avoir des choix dans votre métier que vous avez choisi avant. Si vous êtes le plus grand journaliste, vous pouvez écrire là où vous voulez. Si vous êtes le meilleur metteur en scène, vous pouvez imposer les sujets que vous voulez. Maintenant, être célèbre pour être célèbre, ça n'a aucun intérêt, je trouve. Il faut d'abord être un être humain, et puis après, voilà. Donc, ce qui m'a fait tomber dans cette passion, parce que c'est véritablement une passion, ça fait 50 ans que j'ai toujours envie de le faire, c'est cette faculté de raconter des choses aux gens qui vous écoutent et qui partagent. Je ne sais pas, vous vendez une maison, par exemple, c'est un exemple, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais vous vendez une maison. Les gens qui vont visiter vont dire « Pourquoi vous n'avez pas fait tomber ce mur-là? Pourquoi vous... Oh, puis c'est moche comme couleur. » Ils vous critiquent toujours. Les gens qui viennent vous voir au spectacle, ils ont envie de vous aimer, ils ont envie de partager. Un spectateur qui s'en va déçu, c'est à cause de l'acteur, c'est pas à cause du spectateur. Il n'y a pas de mauvais spectateur. Quand j'ai commencé à jouer vraiment, c'est-à-dire après la sortie des cours, comme tout le monde, je ne savais pas trop exactement ce que c'était qu'un public. J'avais passé mes concours, puis j'avais joué un peu avant.
avec une responsabilité limitée d'élève. C'est-à-dire qu'on joue devant... Il y a un moment dans sa vie où les acteurs qui sont sur scène connaissent le nom de tous les spectateurs, parce que c'est des frangins, c'est les parents et tout. Et puis, d'un seul coup, on se retrouve face à une salle où on ne connaît personne, et il faut aller les chercher, les gens. Bien qu'ils soient venus, il faut quand même aller les chercher, il faut les garder. La première émotion vraiment importante que j'ai eue, c'est Le Misanthrope, que j'ai joué avec Michel Vitold, qui était un acteur que plus personne ne cite maintenant, mais qui était un grand acteur d'origine russe. Quand il jouait Alceste, c'était uniquement dramatique, alors qu'Alceste peut faire rire, il doit faire rire dans certaines scènes. Là, c'était uniquement dramatique, et j'ai passé, comme j'étais en même temps son assistant, quand j'étais pas en scène pour jouer, j'étais dans la coulisse, et là, j'ai appris plein de choses. J'ai vu comment un acteur pouvait doucement, avec tendresse, avec attention, peut-être avec amour, guider le spectateur, l'amener vers une émotion, l'amener, casser puis aller sur autre chose. Je fréquente beaucoup les musiciens de rock'n'roll depuis toujours. Et un de mes amis qui est chanteur de rock me disait, ce qui est intéressant, c'est que quand moi j'entre en scène pour faire du rock, je fais exactement le contraire de toi quand tu entres en scène pour jouer la comédie, et il faut que ce soit le contraire, sinon toi et moi on a perdu. Alors je lui dis, explique-toi. Il me dit, moi quand j'entre en scène, il faut que ça hurle tout de suite, sinon c'est mal barré. Toi, quand tu entres en scène, il faut que le silence s'installe, sinon c'est mal barré. Et cette émotion du silence, des gens qui écoutent, des gens qui sont des... Comment dire, qui sont venus s'abreuver à quelque chose, et nous, on doit leur donner ça, ça donne une responsabilité et un bonheur insensé. J'ai l'impression que tous les acteurs ne sont pas des artistes. Le mot artiste, pour moi, est plus important que le mot acteur. Un artiste, c'est quelqu'un qui va toujours essayer de se dépasser, d'être en danger. Bon. Et c'est ça le don qu'on fait aux gens. On leur dit, voilà, je suis là. C'est pour ça aussi que la racine même de notre métier, c'est le théâtre. Parce que les gens sont là. On peut pas se reprendre, on ne peut pas corriger. Si ça ne va pas, si on les emmène dans un faux rythme, dans une fausse voie, la représentation entière est foutue, quoi. J'ai l'impression que être simplement acteur, ça ne suffit pas, quoi. C'est-à-dire faire un numéro, faire le joli gars, et puis voilà, on s'en va, on signe des autographes. Ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, les gens partagent l'art profondément. Quand ils rentrent chez eux, les gens, ils doivent avoir quelque chose. Ils ne peuvent pas forcément appris quelque chose, mais ils doivent être différents que quand ils sont entrés. Sinon, c'est juste du divertissement. Le métier d'acteur, comme tous les métiers artistiques, nécessite une base technique. Parce que quand les gens ont payé assez cher souvent une place de théâtre, ils ont le droit, ils ont l'exigence, et on doit nous leur donner ça, c'est ça le don. On doit leur donner un spectacle, qu'on soit enrhumé, qu'on soit en forme, qu'on soit content, qu'on soit malheureux, on doit leur donner un spectacle qui ne descend jamais au-dessous d'un certain niveau. Voilà. À partir d'un certain moment, ça peut être mieux, et c'est toujours intéressant quand c'est mieux. Moi, 50 ans de carrière, je crois que j'ai réussi, vraiment réussi, impeccablement, sans aucune, comment dirais-je, sans aucun regret, en rentrant à la maison, en me disant ça, c'était ça qu'il fallait faire, et m'en souvenir encore 3 jours après. Ça a dû m'arriver 2 fois. C'est pas des blagues. 2 fois où on est vraiment content de soi. Il y a toujours quelque chose à corriger, toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment, et d'ailleurs, une de mes premières fois, c'était mon concours de conservatoire. On a l'impression qu'on est, au moment des saluts, qu'on est à 20 cm au-dessus du sol, et qu'il se passe quelque chose. On a été complètement honnête. Il faut être vachement honnête. On dit toujours, moi je dis à mes élèves, je l'ai toujours répété, soyez généreux, vous êtes là pour ça. Mais en fait, on s'en fout. En fait, honnêtement, on s'en fout, parce qu'il y a des acteurs qui sont des monstres d'égoïsme, qui vous font pleurer, qui vous font rire, parce qu'ils sont authentiques. Et c'est ça qui est authentique. Les jeunes acteurs ou les spectateurs, quelquefois, parlent de la sincérité. Mais que ça peut foutre, la sincérité. Que ça peut faire. Moi, je peux très bien penser à ma note de gaz en étant authentique. Quand on joue 300 fois la même pièce, qui m'est arrivé, on n'est pas dans chaque réplique investi comme la première fois, mais le spectateur, lui, doit recevoir la même chose. Donc il faut être authentique, il faut que les gens se reconnaissent. On représente quelque chose, quelqu'un, il faut que les gens se reconnaissent dedans. On n'est pas obligé d'être concentré sur chaque réplique pour qu'elle soit vraie.
Si on est sincère, si on emploie vraiment le mot sincère, le mec qui va tuer Polonius à travers son rideau, il faut qu'il y ait du sang qui tombe, il faut changer un Polonius tous les jours. Il faut un nouvel acteur. Non, il faut que le geste soit juste, il faut que l'intention soit juste, il faut que tout soit juste pour que les gens croient que. C'est comme quand on se bat, quand on se bat, j'ai fait des grands combats à l'effet ou des combats, des bagarres, évidemment les coups ne sont pas portés. Il faut que l'intention soit portée, c'est vraiment différent. Voilà, bon. Quelquefois, les spectateurs, souvent d'ailleurs les spectateurs, quand on a un rôle un peu important en lignage, nous disent « mais comment vous faites pour apprendre tout ça ?» Bon, c'est pas compliqué. En fait, on ne l'apprend pas. Au théâtre, on ne l'apprend pas. C'est-à-dire que, je parle pour moi, hein, peut-être d'autres acteurs travaillent différemment, mais la plupart des acteurs, on répète. Et la mémoire qu'on a, c'est une mémoire visuelle souvent. C'est-à-dire que le metteur en scène ou l'acteur a trouvé un mouvement, enfin, le metteur en scène vient demander un mouvement, il sait qu'en allant ici, il va dire ça. Donc, si on lui change sa place, il risque de perdre son texte. Donc, on lui donne ça, et puis petit à petit, le texte rentrera parce qu'il est logique par rapport à la place, etc. etc. On apprend souvent comme ça. Au cinéma et à la télé, en général, maintenant, on fait des plans séquences de sécurité. C'est fini le temps où on faisait 50 prises, on n'a plus les sous hein, pour ça. Donc maintenant, on fait des plans séquences de sécurité, donc il faut savoir là. Et là, effectivement, il faut apprendre chez soi, il faut annoncer un peu comme une leçon, c'est pas très très rigolo. Sinon, l'apprentissage est très bizarre et dans notre ordinateur interne, la plupart des acteurs sont comme moi, j'en ai parlé avec beaucoup. Si par exemple je joue une pièce 60-70 fois et qu'on s'interrompt, c'est le mois de juin et on va reprendre en octobre. En octobre, on fait les raccords, il n'y a pas de problème, on reprend les places, voilà. Bon. Si on doit partir en tournée après une interruption de 2-3 mois, il n'y a pas de problème. Par contre, si on vous dit, c'est fini, et puis que 3 mois après, on vous rappelle en disant, attends, en fin de compte, il y a une tournée qui s'est dessinée, on ne sait plus rien, il faut tout rapprendre. C'est-à-dire que notre mémoire d'acteur stocke quelque chose qui peut servir. Si on nous dit ça ne servira plus, on nettoie l'ordinateur. Et c'est monstrueux de recommencer. J'ai joué Tête d'or dans la même mise en scène, à 1 an d'intervalle, alors qu'on m'avait dit que c'était fini, il a fallu tout apprendre. Et Claudel, c'est pas facile. En ce moment, quand je parle avec mes élèves, enfin, ceux qui veulent devenir professionnels, mes élèves ne veulent pas tous le devenir, je leur dis tout le temps, la première qualité d'un acteur, c'est d'être en bonne santé. Et c'est vrai qu'il faut être en bonne santé, il faut tout le temps être disponible. Mais en réalité, c'est ce qu'on m'a toujours appris et c'est toujours valable. Mais tous les autres aspects du métier ont beaucoup changé. Quand je suis devenu comédien, dans un téléfilm, dans un film, il y avait 40 rôles. Donc, il y avait les 2-3 vedettes, et puis il y avait les rôles secondaires, et puis il y avait les petits rôles. Maintenant, il y a très peu de petits rôles et quasiment plus de rôles secondaires. Il y a les vedettes et puis on fait autour d'elles parce que ça coûte trop cher ou parce qu'on a décidé qu'on payait beaucoup les vedettes, par exemple, et que le budget était englouti là-dedans. Le métier a changé. Pas forcément en mal complètement. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'ACDIC, pas de sécurité sociale, on se débrouillait. Hein. Il fallait la payer soi-même. Bon. Après, les ACDIC sont arrivés, qui ont permis aux acteurs de base, comme moi, c'est-à-dire les gens non connus, mais qui travaillent tout le temps. Moi, j'ai fait 130 téléfilms et j'ai fait 35 pièces, et puis une dizaine de films. Donc, j'ai toujours travaillé. J'ai eu cette chance formidable de travailler en étant, grâce aux ACDIC, en pouvant joindre les deux bouts pour pouvoir payer les loyers. Bon. Des études ont l'air de prouver que maintenant, il y a à peu près environ 10% des acteurs qui vivent de leur métier. Alors, ça va des très très hauts salaires monstrueux des grosses vedettes, qui d'ailleurs ne sont pas payées pour rien très cher, parce qu'elles rapportent beaucoup d'argent. Hein. C'est sans pitié. Le jour où Danny Boone ne rapporte plus d'argent, on le jettera. Et il n'y a pas de pitié pour les vedettes. Et ça va jusqu'à l'acteur qui est smicard. On considère qu'un smicard peut vivre à peu près de son métier. 10% des acteurs vivent de ça, du smicard à la star. C'est tout. Tous les autres font d'autres métiers. Les jeunes acteurs maintenant, mon fils est musicien de rock'n'roll, il est chanteur de rock, il fait un autre métier. Les jeunes comédiens que je connais font un autre métier. Ils travaillent dans des trucs de grande... Vous savez, les fast-food, voilà. Voilà. Et c'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a 20 ans, maintenant arrive en France. C'est toujours comme ça. Donc, les jeunes acteurs devront avoir un autre métier. Les jeunes musiciens aussi devront avoir un autre métier. Et ça, c'est difficile parce que
le métier d'acteur, ça ne se fait pas sur scène, ça ne se fait pas en répétition, ça se fait beaucoup chez soi, en regardant les gens. On est là pour retransmettre la vie, il faut avoir du temps pour le faire, pour aller la chercher, la vie. Et en ce sens-là, le métier a changé. J'ai vu aussi beaucoup de changements dans les classes sociales du métier. Quand moi j'ai commencé, c'était des enfants, on était tous des enfants de classe très très moyenne, voire pauvres même. C'était mal vu. Et puis, des gens sont arrivés, avec le café-théâtre notamment, des fils de gens un peu, des fils de notables ou de toubibs, ou des gens qui n'avaient pas besoin particulièrement d'argent. Et les enfants voulaient faire les cons, on dit, bon, écoute, pourvu que tu ne traînes pas dans la rue, tu peux le faire. Et ces gens-là ont marché, parce qu'il y avait d'excellents aussi là-dedans. On n'a pas besoin d'être misérable pour être un excellent acteur. Donc maintenant, dans les classes bourgeoises, c'est pas mal vu du tout d'être acteur. J'ai vu ce changement-là arriver. Pour ce qui est des jeunes acteurs maintenant, moi j'ai envie de leur dire, je me réfère à Rilke dans C'est l'être un jeune poète. Il dit grosso modo, il dit comme conseil à ce jeune gars qui lui écrit, si tu n'as pas besoin d'écrire tous les jours, fais autre chose. C'est un peu ça qu'il lui dit. Et moi j'ai envie de dire ça aussi, j'ai envie de dire, si vous voulez être acteur, soyez-le, il n'y a aucun problème, vous serez heureux. Si vous avez envie d'être acteur, faites autre chose. Il faut avoir besoin, il faut que ce soit une nécessité, il faut qu'on ne puisse pas faire autre chose. Faites-le. Si vous n'y arrivez pas, si vous crevez la dalle, vous partirez, mais faites-le. Faites tout de suite ce que vous voulez faire absolument. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont beaucoup de talent, d'autres beaucoup moins, mais il faut vivre. Hein. Et moi-même, je n'ai pas été toujours peut-être à mon plus haut niveau. Et j'ai appris beaucoup en regardant les mauvais et les bons acteurs. C'est incroyable, mais on apprend autant en regardant quelqu'un qui est mauvais. Alors, j'en ai parlé à quelqu'un pour qui j'ai une vénération absolue, qui est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, je suis un peu devenu acteur, comme beaucoup de gens de ma génération, parce qu'on voulait devenir Belmondo. Devenir Belmondo, ça voulait dire faire tout ce qui est interdit de faire en étant payé pour le faire et avec des jolies filles dans les bras. C'était formidable comme métier. On casse des bagnoles, on pique de l'argent, on pique la femme des autres, et en même temps, on nous donne de la thune. À ce propos, il y a une histoire que m'a racontée Belmondo, mais je pense que tout le monde la connaît, mais enfin, il était en train de tourner sur la ville. Et puis il y avait la foule qui était là, des gens, des spectateurs qui étaient là, ils tournaient la nuit, mais les gens étaient là, puis étaient venus voir, un peu éloignés, quoi. Et il fait une cascade, il tombe du toit, il tombe sur des cartons, de la mousse, mais du 5e étage quand même. Et à ce moment-là, il y a un spectateur qui vient le voir après, et il lui dit « C'est incroyable ce que vous faites. Moi, pour 100 millions, c'était en ancien francs, moi, pour 100 millions, je ne le fais pas. » Et Belmondo le fait. Moi non plus. J'ai rencontré donc Belmondo, qui m'a apporté, j'ai tourné avec lui L'Inconnu dans la maison, et puis j'ai joué chez lui au Théâtre des Variétés, la trilogie marseillaise de Pagnol. Belmondo, c'est un homme d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il est, pour le spectateur, c'est assez important de savoir qu'il est pareil dans la vie que dans les films. C'est pas un tricheur, c'est un type profondément honnête, c'est profondément un artiste, c'est un homme d'une... C'est un bel être humain. Et Belmondo, par exemple, ne dira jamais d'un acteur « il est mauvais ». Jamais. Il dira « il n'était pas fait pour ce personnage, on l'a mal distribué ». Il a une générosité énorme. J'ai aussi rencontré pas mal de cons, mais moi je ne donnerai pas de nom parce que je veux imiter mon maître, Belmondo, je ne donnerai pas de nom, et puis on est toujours le con d'un autre. Ce qui me frappe surtout, c'est que beaucoup de gens, de moindre talent, mais avec un faire-savoir incroyable qui va bien au-delà de leur savoir-faire, ont le pouvoir en ce moment. Et j'ai regardé les mémoires de Jouvet, j'ai une passion pour Jouvet, et ça a toujours été. C'est pas forcément les bons qui ont le pouvoir. Je ne sais pas si je peux dire ça ici, mais enfin, moi, je trouve ça scandaleux que des mots de minuit ne soient plus à l'antenne. Voilà. Je trouve dommage que les émissions culturelles se passent à 2 h du matin, c'est-à-dire c'est réservé aux gens qui dorment. Et voilà, donc c'est embêtant. Et je pense que je ne veux pas faire un procès en incompatibilité, en incompétence, je veux dire, parce que ce n'est pas mon truc, ça ne me regarde pas. Mais beaucoup de gens ne sont pas exactement à la place où ils seraient le plus efficaces, disons. J'ai la chance de ne pas être catalogué. C'est-à-dire j'ai joué Marcel Achard, et j'ai joué Claudel, j'ai joué Shakespeare, j'ai joué Molière, Marivaux.
et puis des auteurs inconnus, j'ai la chance de ne pas être catalogué. Donc j'ai pu m'amuser beaucoup. J'ai eu des grands souvenirs. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il m'est arrivé de sortir du théâtre en étant vraiment malheureux, parce que le spectacle était mal monté, parce que j'avais signé, il fallait le faire. Et j'ai joué des pièces 30 fois, où 30 fois je savais que c'était pas bon et qu'il fallait quand même y aller. On essayait pour les spectateurs de faire le mieux possible, et ça c'est un souvenir horrible. Mais la plupart du temps, j'ai que des bons souvenirs. J'ai que des bons souvenirs parce qu'il y a toujours un échange avec le spectateur. Ce qui est très étrange, c'est qu'en revenant d'une journée de cinéma, jamais j'étais malheureux. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au cinéma, on a le temps de refaire les choses, donc on est moins... Peut-être on est moins triste si on n'a pas réussi à le faire, c'est qu'on ne savait pas le faire, puis c'est tout. Et puis aussi, peut-être parce qu'au cinéma, on prend moins de risques. On ne m'a jamais, par exemple, demandé au cinéma de faire des choses que je ne savais pas faire. On ne m'a jamais demandé à la télé non plus de faire des choses que je ne savais pas faire, parce qu'on n'a pas le temps. Au théâtre, on me demandait souvent des choses que je ne savais pas faire. Et on m'a demandé, par exemple, je suis convoqué, par exemple, par un metteur en scène pour jouer dans une pièce, pour jouer un galériste. Bon, je dis oui, ok, mais à la télé, on paye très très bien pour faire des galéristes, pour faire des architectes, pour faire des flics. J'ai été 7 ans le commissaire divisionnaire de Cordier jugé flic. Et on me paye bien pour faire ça. Si je viens au théâtre pour pas gagner un rond, je ne veux pas faire la même chose. Il y a un rôle de Clodo, là, je veux le faire. Il dit, bon, on va voir. Et j'ai joué le Clodo et j'étais heureux comme un fou de faire ce Clodo, qui est loin de moi physiquement. Mais c'était un vrai bonheur. Les jeunes comédiens maintenant doivent tout savoir faire et même travailler pour le web. C'est vachement important maintenant qu'ils se montrent comme ça sur l'Internet, parce que c'est une manière très efficace de montrer ce qu'on sait faire, d'être sur des réseaux, de montrer ce qu'on sait faire. Parce que le métier, malheureusement, est un peu fermé. C'est-à-dire que quand vous êtes au courant d'un casting, c'est parce que quelqu'un vous a dit que. Mais les agents sont plus au courant de rien. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait désorganisé, ça. Les plus beaux souvenirs de ma vie, c'est plus des rencontres que des spectacles. J'ai tourné, bon, c'est un peu... Comment dirais-je, j'ai un peu l'impression de faire du name dropping. J'ai tourné avec De Niro dans un film qui s'appelait Malavita avec Luc Besson. J'étais dans mes petits souliers, évidemment. J'arrive sur le plateau, je préviens tout le monde, je dis j'ai un peu les jetons. Je suis vachement timide, malgré tout, je suis resté timide. Donc j'aimerais bien que quelqu'un avant qu'on se confronte, que quelqu'un me présente à lui gentiment. Et Luc Besson arrive, et il n'avait pas entendu ça, il me dit « je vais te présenter à Robert De Niro ». Bon, j'étais rassuré, bien que ne connaissant pas non plus Luc Besson. Et je me présente, je dis « bonjour monsieur », il me dit « call me Bob ». Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé face à un autre acteur. Et tous les grands acteurs que j'ai connus se comportaient vraiment comme des acteurs. Tous ceux qui se comportaient comme des stars étaient des petits cons, et il n'y en a pas beaucoup. Mais ils sont très très durs à supporter, et il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Les plus grands souvenirs de théâtre de ma vie, peut-être Le Droit à la paresse que j'ai joué au Lucernaire. Comme quoi, on n'a pas besoin de gagner de l'argent pour être heureux. Parce que c'était un très très beau spectacle où j'avais à l'époque 55 ans et je jouais un type de 70 ans, Paul Lafarge, qui avait décidé de se suicider. Paul Lafarge, qui était le gendre de Karl Marx, avait décidé de se suicider et elle a emmené sa femme, donc la fille de Karl Marx, dans le suicide. Le metteur en scène m'avait choisi parce qu'il m'avait dit « je veux un type en bonne santé, je veux pas un type qui a du mal à se relever, je veux que ce soit monstrueux qui se suicide ». Donc il a pris un type de 55 ans, ce qui fait que mes copains qui avaient 70 ballets, qui ont vu le spectacle, étaient furieux, me disaient « je pouvais le faire ». Je dis « bah oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé ». C'est un très très beau souvenir parce que pendant 1 heure, on amène les gens d'un seul coup. Mais ils sont contre, les gens sont pour l'euthanasie, bien entendu. On souffre, il n'y a pas de raison de prolonger ça. Mais un type qui est en bonne santé, qui se suicide, c'est monstrueux. Et surtout qui fait suicider sa femme, parce qu'on les a retrouvés, les cadavres. Lui, il était sapé comme un gentleman sur son lit, comme ça, très, très... Et elle, on l'a retrouvée dans sa chemise de nuit, recroquevillée dans la porte de la salle de bain. Il est vraisemblable qu'au dernier moment, elle ait refusé. Emmener les gens vers ça, vers cette émotion, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et les plus mauvais souvenirs de ma vie, c'est pas des mauvais spectacles, c'est des spectacles qui n'ont pas marché alors qu'ils le méritaient. Ça, c'est cruel. C'est cruel quand des critiques disent « mais qu'est-ce que machin ou truc est venu faire dans ce spectacle ?» Mais on l'a fait de bon cœur, on l'a fait. Personne ne cherche à être mauvais, personne ne cherche à voiler le public.
On y va parce qu'il y a une lumière quelque part. C'est ce qui nous fait vivre, c'est qu'on est un peu cinglé, mais c'est ce qui fait qu'on est heureux quand même. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Si on a, c'est mieux quand même. Hein.